Alors, on a ici ouvert, c'est bien. On va retirer les crédits. Je peux vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur celui-ci. On va tout défaire. Bon. Je vais d'abord virer les calques qui servent à rien. Hop, ou les doublons. Ça, ça. On va tout virer. Et il y en a beaucoup. Tac, voilà. Il était une fois le noir. Alors, on commence. Donc, une fois qu'on a un modèle satisfaisant, une fois qu'on a un modèle satisfaisant et une compo surtout, j'insiste beaucoup sur la compo, mais c'est vachement important dans ce genre de truc, satisfaisante, on fait un bon rendu. Moi, par exemple, pour ce truc-là, je crois que je suis à 5000. Ah, elle a été réduite. J'ai réduit de moitié pour ArtStation, je pense. Mais à la base j'étais à une grosse réseau. Et vous importez votre rendu. Donc le rendu, c'était ça. Le rendu, c'était ça. Donc on voit que on a pu obtenir, je vais même le mettre comme ça pour que vous voyez vraiment ce qu'on a au départ. On a pu obtenir des réflexions avec un shader de réflexion. Le shader de réflexion, il est sur quelques éléments, mais pas sur tout. Il est sur les modules ici pour qu'on ait une bonne lumière quand ça tape dessus. Il est sur le camion, je pense, ouais. Mais toute la structure, par exemple, pas forcément. Parce que autant pour avoir un bel arrondi comme ça peut être très bien. Autant sur des plaques comme ici, ça peut être dérangeant. Si on commence à voir, par exemple, le camion qui se reflète ou des choses comme ça peut être problématique par rapport à ce qu'on veut faire, en tout cas par rapport à ce que je voulais faire sur cette image. Donc un bon rapport entre de la réflexion et quelque chose de plus mat, quoi. Je suis venu mettre juste un calque noir pour voir un petit peu où j'allais. Alors après, je suis venu mettre une copie de ce calque en assombrissant. En assombrissant. Pourquoi? Parce que je voulais faire ressortir le fond qui était une photo. Je peux vous la montrer. C'était une photo Unsplash, je crois. Donc j'ai un petit dossier assez 2D. C'était ceci. Donc ceci qu'on prend et qu'on arrête forcément un peu au-dessus de la ligne d'horizon. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une bonne résolution. Je crois qu'elle fait 4000, un truc comme ça. Et du coup, ça allait nous donner sur l'image un bon piqué au niveau des étoiles. On n'allait pas se retrouver à avoir des étoiles grosses et pixelisées derrière notre modèle. C'est important. Et du coup, je suis venu la composer en deux fois. C'est-à-dire elle est ici, en gros. Elle est ici et elle est recopiée ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on ne voit pas la coupure. Et du coup, on n'a pas à faire de jonction fondue avec un masquage et en travaillant, etc. J'ai tiré parti du fait d'avoir vraiment une partie verticale ici et du coup, j'ai pas besoin. Donc juste ici régler un petit peu pour être sûr que ça se voit pas entre les différences de lueur là et là, mais sinon c'était la seule chose. Là, on commence déjà à avoir une ambiance à ce niveau-là. Parce qu'il y a des... Ouais, non, c'est Sébastien qui est avec des B2. Ensuite, ça n'était pas le premier truc que j'ai fait. Je suis venu renforcer le bleu, donc en reprenant les parties bleues qu'on a ici, je suis venu les renforcer avec un masquage. Hop. Ouais, non, ça après. Et alors, je suis venu rajouter des éléments. Pareil, ça, c'est des choses qui viennent de photobash.org pour avoir de la complexité dans le bas de l'image et pour aussi renforcer le contraste par rapport à la lueur de la Terre, qu'on ne voit même pas, mais qu'on sent, avec des éléments qui viennent se découper et qui renforcent ce côté lumineux qu'on peut avoir dans le bas de l'image.
c'était important. Et pareil en haut, comme on a une partie étoilée beaucoup plus sombre, je suis venu mettre du câble en fait. Pareil, du câble qui vient d'Asset 2D. Et que je suis venu faire en deux phases, c'est-à-dire que je suis venu les assombrir avec une teinte assez proche de la station, de ces teintes-ci dans la station. Et puis je suis venu ici repasser avec une brush avec du blanc pour avoir un peu de complexité, pour pas que ce soit juste des formes, mais que ça devienne quelque chose qui a un peu plus de volume. C'est important. Parce que sinon, je peux vous le montrer, parce qu'en fait ça c'est une custom shape. Vous connaissez les custom shapes? Les câbles, donc c'est des formes prédéfinies, je peux vous les montrer. Ça c'est des choses que j'ai récupérées d'ailleurs, je crois de Photobash. Hanging cables, vous voyez que si je prends un câble comme ça, je prends du blanc, je le laisse en pixels. Je suis où? Ah bah non, sur le noir ça va pas aller, on va se mettre ici. Vous avez des câbles. Vous pouvez faire un entrelacement de câbles parce qu'en fait, comme c'est vecto, ce qui est bien avec les custom shapes, c'est que comme c'est vecto, vous pouvez les déformer en fait sans perdre l'intérêt des formes qu'ils ont en fait. Voilà, j'ai un amas de câbles blanc. Je pourrais très bien venir remettre en arrière-plan. Là-bas, on va dire qu'il se passe un truc. Beaucoup de câbles, et comme ça l'évite dans l'espace, ça marche. Je vais venir le mettre derrière. Tac, on a des câbles. Ils sont un peu trop blancs, mais dans le principe c'est ça. Ok. Hop. Oui, le chat, le chat. Alors on continue. Je dirais ça. On avait la partie bleue. Ça, je l'avais déjà montré, je crois. Ensuite, ça, c'est des conneries. Ensuite, on rentre dans vraiment le gros du truc. Et je zoome un petit peu. Donc là, en fait, on commence à rentrer dans le photobashing où on vient vraiment texturer nos éléments. Ici, je suis venu prendre une texture, je vais vous la montrer. Une texture de vaisseau spatial, pour bien faire. Photobash Space. Et alors, ben voilà, là c'est quand vous avez craché vos 8 $, vous avez tout ça euh, en, en image de l'espace par exemple pour ce pack-ci. Et alors vous avez plein de trucs. Donc, on va pas tous les regarder, mais en gros vous avez, au début c'est des combis, vous avez des éléments comme ça. Comme ça. Et c'est un élément un peu comme ça qui était déjà cylindrique en fait, que je suis venu reclaquer ici. Apparemment avec de la matière, avec du matériau, de la fibre comme ça, métallique. Donc je vais essayer de le retrouver quand même. C'était ça. C'était ça. Alors je sais pas si c'est cette image-là, parce qu'il y a chaque fois plusieurs images du même truc. Hein. Mais en gros, ouais, je crois que c'était ça. En tout cas, on pourrait très bien reconstituer avec ça, on va le faire. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et bah. Ouais, ça c'est l'enregistrement. Il enregistre en même temps du coup. Il aime pas trop. Profitez-en hein, quand il y a un blanc ou quoi, vous pouvez poser des questions si vous avez, hein, il n'y a pas de souci. On discute. Alors, hop, vous voyez que la qualité d'ailleurs n'est pas mauvaise. Premier truc, quand on l'importe comme ça, il est en dynamique. Il faut le pixeliser, on est obligé. Parce que certaines transformations qu'on fait ne supportent pas le dynamique et on est obligé de le mettre en pixels, c'est comme ça. Donc il n'y a pas forcément de retour en arrière si on veut le regrossir par exemple, mais tant pis. Faut savoir que souvent les manipulations de concept art sont destructives. C'est aussi une différence par rapport à d'autres boulots, c'est qu'en concept art on détruit beaucoup. Il y a même des concept artistes qui utilisent que 3 calques, voire que 1 calque.
pour vraiment les bourrins. Mais pour vous dire que voilà, les choses sont pas du tout dynamiques dans le concept art en général. Pourquoi? Parce que en fait, quand on propose quelque chose, euh, si ça ne va pas dans un workflow pour un jeu, pour une animation, si le concept ne va pas, c'est pas parce que le bleu est trop bleu ou qu'il faudrait remplacer le rouge par du vert. En général, c'est plus grave que ça. Donc, on n'a pas besoin, comme dans du design graphique, où un petit souligné doit pouvoir changer, etc. Dans le concept art, pas forcément. Un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, on peut se permettre d'être destructif, ce qui aide à avoir une meilleure image aussi, parce qu'on se concentre plus sur ce qu'on est en train de faire quand c'est une vraie décision, que quand c'est un truc qui peut à tout moment changer, de toute façon. Là, c'est un peu la philo, mais c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Quand le truc il est décisif, on a tendance à peser les décisions, justement. Alors, on va supprimer celui qui était au départ. Boum, on vient mettre celui-ci. Je pense que je l'avais décylindré un petit peu. C'est-à-dire que là, on a un arrondi et on voit que on est quand même relativement face à l'objet dans la 3D. Du coup, quand vous faites votre CTRL-T de ce truc-là, vous pouvez faire le petit Warp Tool que vous avez ici, qui vous permet, la déformation, on va la demander en arc, ouais, et on va être moins bourrin que ça, mais ce qui vous permet en fait, bah, vous l'avez vu, hein, ça, vous avez été spoilé, ce qui vous permet d'atténuer l'effet de courbe que vous pouvez avoir dans l'objet en fait, relativement. Hop. Et pour voir directement ce qu'on va faire, on va le mettre en incruste, ce qui était le cas avant. Et alors je pense que la partie éclairée était à gauche, donc on va le flipper, voilà. On va commencer à essayer de venir le mettre sur notre objet 3D pour lui donner de la gueule. Ouais, tu veux que je te remontre? Non, non, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Mais attends, je tac, donc là il est... Voilà, là c'est quand tu viens de l'importer. Il est nature. Donc tu fais CTRL-T pour la transformation. Et en fait, ici, donc juste avant les outils de validation ou d'invalidation, tu as un petit truc avec une déformation avec des petites flèches là. Quand tu cliques dessus, tu as des autres options qui apparaissent ici. Et dans déformation 2 points, tu as arc avec le fait direct, hein, mais tu peux venir le régler avec les carrés. Ça marche. Ouais, de rien. Et alors, ce que je me dis aussi, c'est qu'on pourrait le faire une deuxième passe d'ailleurs. Où on le fait que dans le bas. Je me souviens l'avoir fait, mais oui. Euh, si on le fait dans l'autre sens, on va. Ouais, on peut lui donner une drôle de tronche, mais un petit peu comme ça. Voilà. Et sachant très bien que voilà, j'ai des bords qui sont plus droits, là non plus, mais je m'en fous. Comme je vous dis, hein, c'est sauvage, c'est bourrin. Je m'en fous parce que on va aller au-delà de ça. Donc, ce que je disais, c'est que la lueur, elle est plutôt du côté gauche. On le met en incruste et on va le mettre. Je sais pas si les nuances foncées passent bien en visio, parce que moi je le vois bien avec ma définition en live, mais dites-moi hein, si vous avez des problèmes de lisibilité de l'image. Ça va? Ouais, c'est un peu, voilà, t'as bien résumé. Après, est-ce que mettant dans l'autre sens l'arrondi serait. Ouais, évidemment, ouais, salaud. Euh, ouais, c'est mieux dans ce sens-là parce on avait encore un petit arrondi résiduel et on l'a aussi dans la 3D en fait. Donc je vais mettre la partie la plus plate dans le bas et la partie la moins sur le haut. Voilà. Et après, en fait, soit on vient redécouper toujours comme un bourrin, moi j'aime bien.
Tac. Voilà. Et presque pas besoin sur les côtés, ou alors on va le faire avec une petite broche pour que ce soit gentil. Autant le faire pas à la souris. Voilà. Et on a à peu près ce que j'avais fait au départ sur cet élément-là. Je vais pas tous les refaire, hein, parce qu'en fait c'est la même technique à chaque fois, mais on va les ouvrir pour découvrir petit à petit l'image. Ouais, donc vous voyez, là ça se passe en haut, on a à peu près le même genre d'élément, enfin le même élément en fait, on va pas se cacher, qui est là. Donc je suis venu prendre un autre module, je pense qu'on avait vu plus haut d'ailleurs, comme ça c'est celui-là, on le voit avec les deux petits machins, c'est celui-là qui a été utilisé ici. Euh, on continue, je vais dézoomer un peu parce que on continue avec, voilà, là j'étais venu reprendre, je crois que c'était un truc vraiment dans les panneaux de contrôle. Faut pas hésiter des fois, si vous voyez une forme qui vous intéresse pour un truc, mais que sa nature de départ est pas la bonne en fait, ça correspond pas ou quoi, en fait on s'en fout du moment que ça marche, et c'est le cas pour ça. Voyez les panneaux dont j'ai même pas eu besoin encore. Ça doit être plus haut, c'était un panneau de contrôle. En fait, ce que vous voyez là en guise de grande porte dans laquelle on va venir mettre les containers de- du camion, c'était ça l'idée. Ben, en fait c'est des panneaux de contrôle qui doivent faire 20 cm. Et on s'en fout du moment que ça marche. C'était. Non, quand même pas. Allez. Ça a failli tomber aussi parce que ça avait un côté intéressant pour des trucs d'où peuvent sortir de la fumée, des choses comme ça. Finalement, j'ai pas utilisé. Enfin, ça donne des idées aussi. C'était ça. C'était ça, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, vous le reconnaissez. C'est ça. Donc ça doit être un petit panneau. On voit les charnières et les vis, hein, on voit que c'est pas grand. C'est un petit truc, mais en cherchant, on voit qu'il y a pas mal de petits détails, etc. Ça forme un truc avec des séquences comme peuvent l'être des grosses portes ou des trucs comme ça. Du coup, voilà, on essaye, on voit que ça marche. Ben voilà, c'est bon, le tour est joué. C'est le cas pour les trois portes, du coup. Pour le moment, en fait, elles sont toujours en incruste et elles sont à fond. Ouais, celle-là, elle était à fond en incruste, mais vous voyez que selon. Bah ouais, celle-là, par exemple, on la voit quasi pas. Mais c'est pas grave, le quasi, c'est important. Là, un peu plus, et là, dans la lumière du camion, on la voit encore un peu plus. D'ailleurs, la découpe n'est pas top, mais ça s'est passé apparemment. Euh, et on va voir que par après, en fait, on va pouvoir réaccentuer cet éclairage en fait. Là, une petite couche un peu plus spéciale, mais que j'ai mis par-dessus. Ça, je vais essayer de vous le montrer en normal. Voilà, en normal, ce que ça donne. Il s'agit en fait d'un module entier que je suis venu. Alors, je vais essayer de le retrouver. Si je ne le retrouve pas en quatrième vitesse, ce sera pas très grave. Mais c'est un module que je suis venu prendre en entier pour avoir une espèce de texture globale sur l'entièreté du hangar, pour lui donner quelque chose de vraiment général en fait dans l'ambiance, au niveau matière, et que je suis venu détruire à certains endroits où c'était nécessaire. Parce qu'en fait, vous, vous doutez bien qu'en incrustant, ouais, c'était celui-là, mais. Je sais plus quelle photo, mais. Ce serait bien ça. C'est bien ça qui a été déformé et puis remise dessus. Mais en gros, c'est ça le module. Euh, et en, ouais, c'est celui-là. Je vois les déformations, elles sont costauds. Et ça a été détruit par endroits, par masquage en fait, un masque de fusion, pour éviter d'avoir des choses qui sont incohérentes en fait. C'est-à-dire que si je le remets en incruste, et faites-moi confiance, il y en a encore. Mais quand on vient regarder de près, ça donne
un peu partout du rivet, du boulon, en gros un niveau de précision qui globalement dans l'image, quand vous regardez ça d'assez loin, vous avez quelque chose de satisfaisant, vous n'avez pas juste des modèles nus, quoi. Ça vous donne de la matière, mais qui, à certains endroits, et je vous disais que ça perdure quand même à d'autres, c'est-à-dire que là j'aurais dû effacer, je ne l'ai même pas fait, mais c'est des choses qui peuvent s'admettre en fait hein, dans l'image globale, parce que par-dessus viennent d'autres choses. Je les ai supprimés par exemple euh, ici, parce que c'est des choses qui vont avoir tendance à disparaître de toute façon sous d'autres couches. Mais ça donne une couche de base sur laquelle il y a de la matière. Je ne sais plus s'il était à fond ou pas, on va le laisser à fond pour le moment. Ensuite, ouais, c'est pas dans l'ordre, je le fais dans l'ordre des calques, mais c'est pas dans l'ordre dans lequel ça a été créé. Je suis venu mettre des petits éléments pour renforcer le côté indus et le côté lui donner la fonction. Je voulais qu'on comprenne que c'était des portes en fait par rapport au camion, donc j'ai fait des petits machins de warning comme ça qui sont en fait, si je reprends, euh, boum, ouais, là. Si je reprends mes assets, c'est un truc comme ça qui était dans une base de données d'images graphiques cette fois, genre Envato Elements ou des trucs comme ça. Vous en avez plein, hein. Vous avez, je peux vous montrer, vous avez, on repart dans les assets, c'est pas grave. Euh, je crois que ça vient d'Envato. Vous avez Adobe Stock aussi, quand vous avez la suite Adobe, vous avez des images de stock. C'est un peu le même principe, sauf qu'il y en a d'autres. Si je mets Warning, peut-être la retrouver, je sais plus ce que j'ai mis. Voilà, il me donne des panneaux. Voilà, on commence à voir un peu le truc, mais je l'avais trouvé sur une base de données comme ça, de plein d'images, qui sont utilisables, il n'y a pas de souci, ça, vous n'allez pas être embêté, la base de données est faite pour ça, donc il n'y a pas de souci. Et donc je suis venu ici, même principe qu'avec le cylindre, mais en encore plus simple parce que c'est plat. Je suis venu mettre ces éléments là. Ensuite, alors ça c'est un truc qui n'a pas servi visiblement, ou qui a servi. Ah oui, ok, d'accord, je comprends. Donc ça, c'est un élément que je suis venu intégrer et je l'ai juste copié, j'ai gardé l'original pour être sûr, mais en fait c'est ce que j'ai mis ici. Vous le voyez? Là. Et j'imagine le troisième aussi, là. Voilà. À la base, c'est cet élément-là. Pareil, des modules spatiaux pour donner cette texture à l'image de matériel spatial, quoi. On continue. Ouais, alors ça, c'est un truc que j'ai pas fait tout de suite, mais bon, on tombe dessus. Maintenant, c'est pas grave. Je suis venu récupérer dans une image, et là, c'est une image Unsplash. Je suis venu récupérer. Il est là? Ouais, il est là. Mais l'image de base, elle est où? Non. Euh, Celle-là? Non. Ça. Je suis venu récupérer des morceaux de fenêtres allumées d'ici, quelque part. Et je vais ouvrir Photoshop. Et j'en ai fait une pattern utilisable et modulable en fait. Donc où on garde les noirs, il n'y a pas de souci vu que ça va être incrusté après. Et on vient mettre une série de, de fenêtres. L'intérêt de ça, plutôt que de faire soi-même des rectangles de couleur claire, c'est que dedans, c'est assez perceptible, mais on se dit tiens c'est un détail, mais ça change vraiment la donne, c'est que vous avez des directions qui donnent la profondeur de la pièce à chaque fois et des nuances dans l'éclairage et dans ce qu'on peut voir de l'intérieur. Et ben ça c'est hyper important une fois que vous le mettez dans le document parce que ça vous donne tout de suite l'impression d'un intérieur une fois que vous l'avez mis dedans en fait. Donc je récupère, c'était où? C'était là. Donc je suis venu le mettre à la bonne taille avec un contrôle T et de la torsion. Donc ça on l'a déjà vu, je peux vous montrer en vitesse, hein, mais c'est pas bien compliqué.
tac, tac. Donc il arrive ici. Il faut que les résolutions soient bonnes hein, pour que le piqué d'image et que l'effet de détail soit bon. Il faut des bonnes résolutions. Hop, viens faire ça. Bleu. Avec Alt, ce sera plus facile. Voilà. Au cas où, je sais pas, en passant, je sais pas si vous connaissez le Alt du CTRL T. Donc vous avez le Shift pour garder les proportions, mais le Alt, en plus du Shift, ça vous permet de faire votre transformation de manière, enfin, dans les deux sens, ouais, centré par rapport au point au point de pivot, mais du coup aussi ça vous décuple le mouvement, c'est-à-dire que dans le cas, qu'est-ce que tu me fais? Voilà, il me fait un truc automatique, je sais pas, ouais, ok. Hop, on recommence. C'est-à-dire que si vous appuyez juste sur Shift, vous allez avoir votre transformation, sachant que l'autre coin ne bouge pas. Mais avec le même mouvement, comme c'est centré, ben en fait, ça vous décuple votre mouvement, simplement. Juste le détail pratique, en fait, du truc. Pourquoi donc, ouais, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc, vous l'avez en torsion, en distorsion, maintenant ça s'appelle. Change de nom tout le temps. Vous le mettez donc sur le modèle. Comme c'est vous qui avez fait le modèle, vous savez à peu près où il se trouve et dans quel sens il est. C'est ça qui est pratique. Vous avez la possibilité, avec Shift, de venir fonctionner dans l'axe. C'est-à-dire que quand vous bougez un carré, vous avez la possibilité de le bouger dans son axe. Ça, je ne sais pas si vous saviez non plus. Mais en passant, ça peut se prendre. Hop. Et on vient le remettre ici. Tac. Peut-être un peu plus bas. Ouais. Bien en place. Ouais, je l'ai mis un peu bourrin, mais... Et après, en fait, ce que je suis venu faire, donc là je reprends celui que j'avais fait du départ, venir faire un masque de fusion pour supprimer les parties qui sont censées être derrière, tout simplement. Et comme je vous disais, ça vous permet aussi d'avoir un niveau de détail supplémentaire dans ces endroits-là, qui font que même si vous avez votre texture qui n'est pas forcément cohérente, la texture qu'on a mis par-dessus tout, de toute façon, après, il y a d'autres couches qui viennent comme celle-ci, et qui viennent complexifier l'image, et de toute façon, qui vous empêchent de ne pas comprendre, en gros, quoi. On avait quoi? Ah là c'est un petit peu de paint over, juste un tout petit peu. Donc je l'ai appelé. Il y a certains calques que je nomme et d'autres non aussi, ça c'est important. Il y a des calques qui vont porter le nom de l'image que vous avez importée et du coup c'est assez pratique, vous n'avez pas à vous soucier. Quand vous le créez du départ, vous avez calque 11, calque 13, calque 9. Alors selon leur placement, personnellement moi je les nomme pas toujours parce que je sais à peu près ce que ça donne ou simplement parce que ben, ça fait chier, hein, faut pas, on en est tous pareils, hein, je sais. Mais d'autres, je les nomme, comme celui-là, qui est vachement... où il fallait pas se gourer en fait. Celui-là, je l'ai nommé parce qu'il est assez différent des autres. C'est en fait une couche où je suis venu à la brush faire la petite rim light en fait que vous avez sur le côté du vaisseau, qui vous permet en fait globalement dans l'image de délimiter, vu que la partie sombre peut se confondre avec l'espace, on considère que le bord du vaisseau est un petit peu éclairé, on voit un petit peu sur éventuellement une espèce de bévol ou quelque chose, on voit la lumière, et du coup ça permet de bien le délimiter. Il y a deux couches, il y a le simple trait que j'ai mis à 50%, et je suis venu le renforcer avec exactement le même, donc j'ai juste dupliqué le calque, mais je l'ai flouté, et ça lui donne bon, je vous montre la différence avant-après. Ça vous donne une impression d'un peu de glow en fait dessus. Ça, c'est des choses qui sont assez efficaces quand on veut travailler la lumière, surtout sur des cas comme ça où c'est une lumière très, très marquée hein, dans l'espace. Ouais, alors petite parenthèse aussi, là il s'agit d'un truc dans l'espace, donc préalablement à faire ce genre de retouche, c'est important de connaître le sujet. Que ce soit un paysage avec une certaine lumière du soleil et du ciel,
L'important, c'est d'avoir, ça c'est aussi une redite par rapport à avant, hein, c'est d'avoir des références par rapport à ça. Que vous ayez bien conscience de comment ça fonctionne. Moi, là, j'avais quand même relativement, enfin, je connais bien de toute façon du départ, mais j'avais étudié quand même relativement à l'avance comment se passe la lumière dans l'espace. C'est une lumière très contrastée où il n'y a pas de très peu de backlight. En général, quelque chose qui est photographié dans l'espace, les parties au soleil sont très claires et puis les parties dans l'espace enfin dans l'ombre sont presque plus noires que le ciel étoilé. Ça dépend des moments. Sauf si elles font face à la Terre qui est éclairée. Dans ce cas-là, il y a une espèce de backlight. Mais enfin voilà, il y a aussi une étude à avoir sur des références pour être le plus juste possible. Parenthèse terminée. Sauf si vous avez des questions par rapport à ça, mais ça change pas trop de d'habitude où on vous conseille évidemment d'avoir des références, quoi. Du coup, je continue. J'imagine qu'il n'y a pas de questions, sinon il faut m'arrêter. Lueur globale, là je suis venu avec. Ouais, donc l'idée c'était de faire paraître cet élément-là quand même relativement gros. Pour que les choses paraissent grosses en général, en concept art, il y a une arme qui est assez efficace. C'est si vous avez un avant-plan qui est assez détaillé et assez contrasté, comme peut l'être le, le camion, là, l'arrière-plan, si on le veut assez massif, comme ce serait le cas d'une grosse ville qu'on voit d'un peu loin dans un paysage, par exemple, un paysage médiéval ou même d'une ville ou quoi, on le décontraste parce qu'il est censé être plus loin, il commence à y avoir un petit peu de perspective atmosphérique et on voit les choses de manière un peu plus homogène en fait. On voit plus l'élément lointain comme une grande masse que comme toute une série de petits éléments. Donc dans cette idée-là, je suis parti sur le principe d'avoir une lueur qui vienne euh, par-dessus le bâtiment pour lui donner un côté décontrasté. Je ne vais pas complètement décontraster les choses, mais c'était aussi pour ça que j'avais mis une couche plus foncée. C'est-à-dire que si je viens après avec du clair, ça devient trop clair. Donc je l'avais foncé pour pouvoir venir mettre une lueur globale dessus, que j'ai appelé lueur globale. Lueur BL blanche, lueur BL blanche globale. Ensuite, apparemment, je me suis attaqué aux traces d'éclairage des phares. Alors, ça, qu'est-ce que c'est au départ? Alors, ça ne se voit pas bien. On va essayer d'en prendre une sur le côté. Mais elle est déjà floutée, donc vous ne la verrez pas correctement. Mais ouais, ça va, on s'en sort. En gros, là c'est vraiment de l'artisanat. Si vous observez des phares, en général, c'est pas juste un rond ou juste un carré, mais il y a différents niveaux d'intensité suivant en fait les déflecteurs que vous pouvez avoir à l'intérieur du phare. Et quand vous observez ça, ça vous permet facilement de dessiner en fait ce que peut donner cette trace. Vous pouvez le faire simplement avec une lampe torche. Si vous mettez une lampe torche sur un mur blanc et que vous êtes dans le noir, vous avez cette trace-là qui n'est pas juste un rond, ou rarement, mais qui forme toute une série de formes. C'est ce que j'ai reproduit simplement avec le pot de peinture et des sélections rondes en fait. Hein. Je suis venu avec une sélection ronde, euh, non pas carrée, ronde, créer une forme, tac, et puis j'ai creusé dedans avec des sélections. Et ensuite, je suis venu le flouter avec un flou de direction. Le flou de direction, ça vous donne donc flou gaussien, j'imagine que vous connaissez, ça vous donne un flou euh, sur l'entièreté de vos pixels. Un flou de direction, ça vous donne la même chose, mais juste pour une direction. Donc en fait, c'est en gros comme si vous alliez mélanger tous vos pixels les uns par rapport aux autres selon une certaine distance que vous pouvez gérer. Ça marche? Mais vous connaissez peut-être déjà aussi, hein, c'est pas non plus un truc hyper sorcier. Hop.
Donc j'en ai créé deux et je les ai placés ici en incrustation à 50%, ce qui nous donne des traces aux endroits où il y avait juste une lueur avec le spot. Ça peut se créer en 3D, c'est beaucoup plus long. Donc comme c'est une image fixe, c'est d'autant plus efficace de passer par un procédé de retouche. Mais ça peut se créer avec une texture dans la lumière, dans votre spot en fait. On peut faire ça. En tout cas, dans 3ds Max, on pouvait le faire assez facilement avec un masque dans, dans un spot. Dans Blender, c'est un tout petit peu plus compliqué, je crois. Mais bon. Ensuite, ah oui. Alors ça, je l'ai fait à la fin, mais je peux vous le montrer maintenant aussi. Je suis venu mettre, pour avoir le rapport d'échelle, d'ailleurs je trouve qu'il n'est pas hyper bien fini, je suis venu mettre un astronaute avec son ombre, pour avoir l'échelle en fait du truc. Et je suis venu mettre en paint over dessus. Ouais, voilà. Donc j'ai créé un calque vide par-dessus. J'ai pris une brush assez dure avec du blanc et je suis venu repasser pour qu'il ait vraiment l'air d'être éclairé par où il doit être éclairé. En fait. Vous voyez la différence? Hop, hop, simplement. Donc il y a un petit peu de paint over dessus. Hein. C'est une technique qui reste malgré tout très efficace pour certaines choses. Après, si on l'utilise trop par rapport à du photobashing, à un moment donné, il faut juste décider quoi. Moi j'avais décidé que le truc c'était de fonctionner avec des textures et donc essentiellement du photobashing, très peu de paint over. Dans le cas par exemple de Julien, toi tu partais sur quelque chose de toute façon dessiné. Donc là, ce serait plus du paint over en fait, et beaucoup moins de photobashing. Mais les techniques finalement sont assez proches. Alors, tac, ouais, et par-dessus ça, je suis venu mettre aux endroits où il fallait des faisceaux pour renforcer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, la même chose qu'avec les traces, je suis venu créer. Je vais vous le faire. Hop, je suis venu créer un truc comme ça, avec dedans. Non, je vais pas en créer un. Un blanc-vert transparent, ouais, un gradient blanc-vert transparent en linéaire. Et donc, ça me donnait un truc comme ça, qui après est repassé à la moulinette d'un flou, soit d'un flou gaussien, soit d'un flou directionnel. Je vais voir un petit peu, mais je pense que le directionnel peut faire le job. L'avantage qu'il a le directionnel dans un truc comme ça, c'est qu'il va vous donner des nuances en fait. Ça va pas être tout flou pareil partout. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, sur le bord, c'est un peu plus net là, que là, c'est beaucoup plus diffus. Du coup, ça apporte aussi une complexité à l'image. Souvent, ce qu'on recherche avec du concept art, quoi. Tac. Et donc, bah, je reprends mes originaux, mais en gros, c'est ce que j'ai fait avec ça, ça et ça. Il y a 3 couches. Avec plus ou moins de différences de flou et des positions différentes, ce qui amène aussi de la complexité dans le fait. Ça marche. Et vous voyez que pour le moment, en fait, ça passe en surimpression. Tout passe en surimpression du camion, mais c'est parce qu'en fait, je suis venu le resuperposer après. Hein. Il est très connu, il est là. Voilà. Je suis venu remettre un, un camion que j'ai là, que je suis venu faire en rendu à part tout seul pour pouvoir l'avoir par-dessus le reste et justement pouvoir jouer sur ben, des différences d'éclairage entre la partie qui se passe derrière le camion et le camion lui-même. Ça équivaut à faire des passes avec de l'alpha, mais c'est plus simple dans une image fixe ben là, en tout cas dans ce cas-ci, c'était plus simple plutôt que de configurer une passe, de virer tout ce qu'il y a derrière et de refaire un rendu. En gros. Encore une fois, l'efficacité. Tac, ça c'était. J'avais été jusque là, moi. Ça c'est bourrin. Ou non, ça c'est le nouveau que je viens de faire, peut-être. Je sais plus. Ouais, je vais pas aller jusque là. Et là, on avait. Ouais, et dans le même principe des lueurs,
On a ici une partie qui est très éclairée par le soleil et que j'ai envie de faire ressortir de tout ce gros bâtiment qui est massif et qui est sombre. Et je suis venu mettre dans le même principe, donc j'ai fait avec un lasso polygonal, tac tac tac, une forme comme ça avec du blanc dedans. Et après, je suis venu la flouter et la masquer pour venir récupérer une lueur en fait ici. Vous la voyez quand je la désactive et que je la réactive. Ce qui donne l'impression encore plus d'avoir quelque chose d'éclairé fortement derrière en fait. C'est l'intérêt du truc. Et ça donne aussi de la profondeur du coup. On sent vraiment la différence de plan entre ici et là-bas. C'est l'intérêt. Alors ensuite je vois qu'on s'attaque aux loupiotes, etc. Est-ce qu'on en avait fini avec cette partie-là? Donc lui, il me semble pas qu'il y avait ce truc-là, c'est celui que je viens de créer, je pense. Attendez, je vais juste vérifier avec le. Il est là. Non, ouais, il n'existe pas. On va le virer. Alors, on s'attaque aux loupiotes. Les loupiotes, c'est quoi? C'est sur le camion. Voilà, je vais montrer après, parce que c'était vraiment ça, c'est vraiment la fin. Ce qui était important dans le camion, c'était de le caractériser. Dans un concept art, c'est important, comme je l'ai déjà dit avant, de faire focaliser l'œil sur quelque chose d'essentiel dedans, sur ce que vous voulez en gros montrer dans votre concept art. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont secondaires, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment principales. Le camion, c'était la chose principale. Du coup, en fait, sur le côté, je suis venu lui ajouter des choses très graphiques, en fait. Je suis venu créer, je vais vous le montrer d'abord, je suis venu créer des assets graphiques comme ça. Donc un petit logo de la marque du transport de matériel et de trucs pour le camion, pour le rendre encore plus camion. Parce que si vous regardez un camion dans la vraie vie, souvent sur le côté il y a une grande pub, quoi, de peu importe de quoi. Euh, et je suis venu aussi reprendre ouais, juste la boîte parce que je savais que j'allais jouer avec à la fois le logo et une répétition de la forme. Bref. Et du coup, ce que je suis venu appliquer ici comme ça, en reprenant les couleurs qui sont dedans, en venant mettre une grande bande par exemple, qu'on vient en rappel voir ici, pour vraiment montrer que c'est un habillage complet du véhicule. La boîte, elle est en gros là, et puis on a le logo qui est là en petit. Enfin, ça, c'est un travail de graphisme, hein, clairement, mais qui est important pour caractériser. C'est un petit peu comme un personnage où vous devez lui donner des caractéristiques pour qu'on comprenne que c'est le héros, le méchant, etc. Là, c'est pareil, il faut qu'on comprenne que c'est le camion, c'est lui qui est important dans l'histoire, on doit le regarder, et il a des caractéristiques qui lui sont propres. C'est pas un camion lambda. Comme si on pouvait avoir un camion, par exemple, dans le background là qui est en petit, qui fait que circuler, on n'aurait peut-être pas mis tout ça dessus parce que c'est juste un camion et qu'il doit être là-bas, voilà, c'était une autre problématique. Mais là, il est important, du coup on le caractérise par un travail graphique dessus. Ensuite, toujours avec le camion, je crois que c'était avec ça, ouais, on peut passer à ça. Dans le camion, on a une série de choses, on a ici pour bien montrer que c'est une porte, je suis venu récupérer ceci, qui n'est pas un camion, mais dont la porte m'intéressait. Ça, c'est une photo qui m'appartient pas du tout, mais où je savais que j'allais la transformer assez pour qu'on la reconnaisse jamais. Ou pour que je puisse très bien dire, bah non, c'est pas du tout votre porte, c'est n'importe quelle autre porte. Et elle est là. Donc j'ai supprimé le. D'ailleurs, c'est peut-être pas celle du milieu. C'est celle-là. J'ai supprimé le 22. Je suis pas allé jusqu'au bout du truc, où on voit les petits détails ici, etc. Et comme ça, on a une petite texture où on comprend clairement tout de suite qu'on est face à une ouverture quoi, sur l'arrière du camion, étant donné que l'arrière du camion était censé être un truc important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sur le côté du camion, ouais, il y avait un petit côté vide là-bas que je suis venu remplir avec des éléments spatiaux, hein, tout simplement. Il y en a plusieurs. Il est où celui-ci? Ah non, celui-ci, c'est les lumières derrière. On repasse derrière. On est toujours sur le camion.
où là je suis venu rajouter un éclairage en fait. Un éclairage qui vient, donc ça en fait, toujours pareil, c'est toujours une sélection et c'est toujours une, une texture transformée et c'est toujours du photobash. Et là je l'ai mis en éclaircir pour que ça passe vraiment en lumière évidemment. Euh, je suis venu la renforcer un petit peu, donc une duplication et un étirement, simplement. Plusieurs fois d'ailleurs, apparemment, je ne me souvenais plus. Euh, je suis venu m'occuper de l'habillage de ce qu'il y avait en dessous, parce que là on sentait encore le côté très modèle 3D, entre guillemets. Du coup, il fallait un petit peu gérer une complexité en dessous du camion. Et je suis venu mettre aussi, ah bah on peut le montrer maintenant, hein, les loupiottes. Donc les loupiottes, boum, c'est en fait... non, ça c'est pour après. C'est ça. Pareil, base de données, on cherche après un lens flare. Je l'ai un petit peu modifié pour qu'il soit un petit peu moins étoile, un petit peu moins kitsch, et un peu moins grand aussi. Donc c'est toujours une étoile en croix, mais moins étendue, moins présente, hein. Ça doit rester une lumière, ça ne doit pas prendre le pas sur le reste de l'image. Smoke clip, c'était où? Ouais, les trucs sont un peu mélangés. Le smoke ici, c'était pour renforcer l'éloignement. C'était pas hyper nécessaire. Enfin voilà, c'est une couche supplémentaire que je suis venu mettre. Qui, encore une fois, la fumée, c'est aussi un stock shot. Je ne sais plus de où. C'est ça? Non, c'est pas celui-là. Bon, il n'est pas dans le dossier. Il doit être dans des ressources à moi. Mais pareil, c'est du stock shot aussi. Sachant que pour le coup, c'était presque faisable à la main, ça. Avec une broche de fumée, il y a moyen de faire ça. Là, c'était une photo. Et alors, important, et ça vous l'avez vu quand je cherchais après, c'est ça, où je suis venu rechercher euh, un élément. J'aurais pu le faire aussi parce que c'est fait à la broche, hein, ça. C'est un petit élément de fumée comme ça, mais en espèce de champignon, pour qu'on voit une espèce de pression qui sort, qui correspond en fait à ce qu'on peut avoir, à des éléments qui permettent de guider le camion et de lui donner son attitude en fait. Et comme pour un vaisseau spatial en fait, hein. Et ça, je suis venu les mettre ici, boum, en dessous du camion. Et je crois que leur mode de fusion, il est... Ouais, c'est ça, hein, il est en mode normal. Non, il est pas en mode normal. Si, il est en mode normal, mais à 30%. Tout simplement. Parce que là, c'était déjà un PNG en fait. Donc c'est simplement, c'est le même blanc, il est juste atténué. Et vous voyez que, voilà, avec le rétrécissement, on voit plus du tout que c'est de la brush en fait. C'est un truc fait à la brush, mais ça passe complètement pour de la vraie fumée. En tout cas dans ce cas-ci. On a le tout. Ça c'était quoi? C'était un truc en trop. Ouais, c'était celui que j'avais refait. Ensuite, reflet. Je ne sais même plus ce que c'est. Il n'y a plus grand chose dedans apparemment. Bon, j'avais créé un truc reflet, j'ai même pas utilisé. On continue. Pour le camion, j'avais pris des feux de véhicule. Alors je ne sais plus où, ça doit pas être. Non, ça doit pas être dans les images ici pour le projet, ça doit être dans mes bibliothèques. Simplement un phare de voiture ou de camion, je sais plus, euh, pour lui donner aussi de la complexité à l'arrière. Vous voyez que là, en deux phases, donc deux par deux, je suis venu mettre d'abord une couche où on a, je crois que le truc est en mode normal. Ouais, il est en normal à 100% avec juste un masquage. Euh, et après, une couche au-dessus où on le met en superposition. La superposition, euh, c'est l'équivalent du écran dans les modes vidéo. C'est en fait c'est l'exact opposé du mode produit, si vous connaissez le mode produit. C'est-à-dire qu'au lieu d'assombrir les choses et de les additionner dans le sombre, il va les additionner dans le clair.
Donc je suis venu faire un glow à partir du même calque, donc je l'ai flouté et je l'ai mis en superposition. Voilà pour ça. Ensuite, je suis venu mettre un gros lens flare de bourrin au niveau des phares pour que, en fait, visuellement, euh, on comprend déjà que les faisceaux aillent là. En fait, c'était pour le côté spectaculaire du truc. Là, c'est de la mise en scène. Donc, on rajoute le lens flare et on a l'impression vraiment que le camion il pète la lumière, quoi. Alors qu'en fait, il y a juste le lens flare qui s'est rajouté. Mais ça fait son petit effet. À utiliser avec précaution, hein, on en fait vite trop avec ces trucs-là. Ensuite, la couche de glow blanc. Alors ça, c'est important. Avant de vous le montrer, je vous explique. Quand on a des images de l'espace, il suffit d'aller sur le site de la NASA ou de voir des trucs dans l'espace. Vous avez les parties qui sont éclairées, qui souvent pètent de lumière, comme je disais avant, dans les références. Moi, j'avais beaucoup ça. Et pour bien montrer la différence et surtout qu'elle soit nette, c'est-à-dire que à l'œil nu, en général, quand on voit des nuances comme ça dans une ombre, s'il y a une partie éclairée à côté, on va la voir cramer. Et ça va être pareil dans une photo, sauf dans une photo HDR, mais là on veut un rendu qui paraisse assez naturel. Je suis venu prendre les parties simplement avec la baguette magique. Je suis venu prendre les parties blanches des images, des parties de l'image ici. Je les ai copiées et je les ai floutées et rajoutées au-dessus. Et ça vous donne un éclat tout particulier par rapport à ce que ça peut être au départ, en fait. Qui pour le coup est très spatial, je trouve en tout cas. Petit traitement, mais ça vient d'une réflexion. Disons que techniquement, encore une fois, le procédé n'est pas compliqué, hein, c'est de la sélection, de la duplication et du flou. Et je crois que c'est même en mode normal, ouais, c'est en mode normal à 100%. Mais ça vient de la réflexion de comment retrouver l'impression qu'on a quand on regarde des images spatiales réelles en fait. Voilà, et alors dernier truc, c'est vraiment le dernier truc, c'était pas non plus très utile, c'est-à-dire que l'image pouvait se contenter d'être comme ça. Il y avait encore des choses à texturer ici, et très honnêtement, j'avais pas d'informations à donner au niveau concept, j'avais pas d'informations à donner sur ça. Du coup, j'ai essayé de trouver un moyen en gros de les planquer. J'ai pensé à créer une fausse profondeur de champ, donc avoir du flou ici. Et je me suis dit, je vais pas aller jusque-là, en tout cas pas aussi basiquement. Et donc je suis venu rajouter des éléments de lens flare, donc d'éclairage par, par objectif. Donc en gros, ce que vous pouvez avoir comme lumière parasite dans votre objectif s'il est sale, que j'ai été récupéré, c'est à base de ça. Donc, je suis venu prendre les deux côtés, je suis venu les mettre aux extrémités avec du masquage, aux extrémités de mon image, mais ce qui provoque, vous voyez, toute une série de particules qui ajoutent aussi un côté cinématographique à l'image. Quand vous êtes dans l'image, vous voyez des choses comme ça. Ça ne dérange pas la lecture, mais ça apporte ce côté vraiment cinoche en fait dans l'image. Pareil de l'autre côté, et on va jusqu'à avoir vraiment cette lueur dans l'image pour un petit peu faire passer le fait que là, c'est pas texturé finalement. Et vous aviez ça, et attends, Windows machin, est-ce que je l'ai là? Apparemment, je ne l'ai pas récupéré, il doit venir d'ailleurs, encore une fois. C'est une image. Ouais, voilà. Ajouté à ça, j'ai mis, je crois que c'est en incruste, ouais, c'est en incruste. J'avais une image de gouttelettes d'eau sur un hublot, mais avec rien derrière. C'est-à-dire qu'on voit pas à travers, on voit pas ce qu'il y a à travers le hublot. C'était une photo stock aussi où on avait juste ces gouttes-là qui étaient visibles à l'écran, mais à travers le hublot, on voyait que le noir en fait. Ce qui fait qu'en incruste, on a nos gouttelettes sur notre fenêtre, comme si on était en train de regarder la scène depuis un autre vaisseau. En fait, c'est l'idée. Et voilà, elle est terminée. Est-ce que vous avez des questions d'ordre global sur des choses particulières? Mais voilà, moi, je pense avoir fait relativement bien le tour des manipulations qui ont eu lieu sur l'image. Je sais que c'était beaucoup de Photoshop, mais c'est parce qu'en fait, la partie 3D, finalement, vous avez toutes les clés pour le faire. C'est-à-dire que ce n'est jamais que de la disposition
de la compo avec la caméra, ça c'est le plus important, mais c'est pas tellement de la technique 3D. Et puis de la gestion de l'éclairage. Mais pareil, techniquement, une fois qu'on sait créer une lumière en 3D, il suffit de la déplacer pour voir comment elle va bien, quoi. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Ou pas du tout? Ou un petit peu? Oui, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ben voilà, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, alors, c'est un petit peu des deux. C'est un petit peu des deux. C'est un petit peu des deux dans le sens où je savais que j'avais une base de données avec des panneaux de métal, des panneaux où on voit un peu plus du doré ou de l'alu, des choses comme ça, des trucs avec des rivets, etc. Donc je savais que j'allais avoir un truc très machine, très indus comme ça, globalement. Je n'avais pas de souci, je savais où j'allais à ce niveau-là. Précisément, par exemple, les bandes jaunes et noires, c'est un truc auquel j'ai pensé en cours de route. Parce que à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'on va vraiment comprendre que c'est une ouverture ou pas? Qu'est-ce qui peut montrer que c'est une ouverture, mais une ouverture vraiment type Indus, fonctionnelle, logistique, quelque part? Et clairement, j'ai eu l'idée en ayant vu, pas loin du Negundo, des détails sur des trucs, des quais de chargement de poids lourds, en fait, simplement. Ce qui est pratiquement ça, en fait. C'est un quai de chargement de poids lourd de science-fiction. Donc quelque part, inconsciemment, tu vas refaire le lien tout seul, rien qu'avec un petit élément comme ces bandes jaunes, quoi. Mais sinon, ouais, le process, il est mixte en fait. Il y a une partie que tu sais que tu vas faire, et il y a une partie qui vient en cours de route selon les besoins de l'image en fait. Comme par exemple, typiquement, quand j'ai parlé de la lueur, où qu'elle est, elle était pas bien rangée, je me souviens. Glow blanc, ouais, ça. Non, pas celle-là, l'autre. Euh, le global. Alors, petit truc aussi, je ne sais pas si vous connaissez, quand vous êtes avec l'outil sélection, ouais, sélection transformation, quand vous cliquez droit dans votre image, vous avez l'ensemble des calques qui sont en dessous de là où vous avez cliqué. Ça peut vous aider à retrouver un truc, comme maintenant. Et tu es avec l'outil sélection transformation, ici déplacement pour avoir le bon vocabulaire. Tu te mets à un endroit où tu veux retrouver ton calque, tu sais plus où il est, comme moi. Tu cliques droit et tu as tous les calques qui sont en dessous du pixel que tu as cliqué. Et pour le coup, je l'ai retrouvé, du coup, c'est lueur blanc dessus. Hop, c'est celui-là que je cherchais. Et ouais, comme je disais, ouais, il y a des choses que tu sais que tu vas faire d'office, comme la rimlight par exemple, ici en Paintover, je savais que j'allais devoir faire ça pour différencier le noir de la station du noir du ciel étoilé. Mais ici, c'est en cours de route, je me suis dit, ben, tel quel, comme ça, je trouve que ça aplatit un peu. On a l'impression que ça est presque au même niveau que ça. Et je me suis dit, tiens, si on vient mettre une lumière comme ça, je peux même l'augmenter pour vraiment insister, tu vois, si je la mets à fond, c'est vraiment exagéré. Mais on a ce découpage de plans, en fait, entre un plan où il y a les portes de logistique là, qui sont relativement éloignées, d'un plan qui est encore plus loin. C'est important d'apporter cette profondeur-là. Enfin, moi, je trouvais ça important dans cette image-ci, en tout cas. Après, je ne l'ai pas mis à fond du tout, parce qu'on n'est pas des bourrins non plus sur toute la ligne. Mais voilà. Voilà, voilà. Ça marche? Ben voilà. J'espère que vous aurez vu un peu les choses d'une manière différente. C'était le but, hein. C'était d'avoir un truc qui soit radicalement différent de ce qu'on peut faire vraiment dans les projets 3D classiques en atelier, quoi. Euh, mais en tout cas, du côté de ceux qui font du concept art, ça peut être une voie vraiment différente aussi de simplement du dessin. Enfin, merci. Il me semble, hein, mais c'est pas moi qui vais le dire.